Larguée avec fanfare à San Diego, la frégate Stein de la marine américaine a dû écourter sa mission. Son module sonar anti-sous-marin est tombé en panne, en pleine mer, d'une manière bien étrange. Après les retrouvailles familiales, le sous-officier Ira Carpenter est allé jeter un coup d'œil au dôme du sonar. Il y a de longues rayures qui partent de l'avant, sur le côté, et qui vont jusque sous le dôme. La plus longue doit faire 4 pieds. Et au fond de ces entailles, dans 90% des cas au moins, nous avons trouvé quelque chose incrusté sous le revêtement de nos pales. Une sorte de caoutchouc. J'ai évidemment cherché à savoir ce que c'était. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je me suis servi de mon canif pour extraire l'un de ces corps étrangers sous le revêtement de nos pales. On aurait dit une griffe. Je l'ai montré à mon adjoint lui disant « Regarde, on dirait que nous avons été attaqués par une bande de petits alligators. » Le biologiste F.G. Wood. Voici un petit morceau de nopal qui provient du dôme du sonar de ce navire. Dans bon nombre de ces entailles, nous avons trouvé des dents ou des griffes, comme celle-ci. Et il semble bien que ce qui a fait ces dégâts ait saisi le dôme et en ait déchiré le revêtement jusqu'au métal qui est dessous. On aurait dit que la griffe avait été arrachée à la chose qui l'avait mise là. Je pense qu'il doit s'agir d'un calmar, car les calmars possèdent des griffes ou des crocs de ce genre. Aucun autre animal connu vivant dans l'océan n'est doté de structures comme celle-ci. Cela n'exclut pas qu'il puisse s'agir d'un animal que nous ne connaissons pas encore, car il est indubitable que la mer abrite des animaux dont la science ignore encore l'existence. Cet incident et les éléments tangibles qui le caractérisent sont de nature à nous inciter à écouter d'une oreille un peu moins incrédule certains récits tragiques qui semblent invraisemblables. C'est le cas de celui du lieutenant anglais Arne Gramerny Cox, survenu en 1942 en pleine guerre. Le navire qui ramenait les soldats a été coulé par un destroyer allemand dans l'Atlantique Sud. Cox s'est retrouvé à bord d'un frêle canot de sauvetage, dans une mer infestée de requins. Au bout de 5 jours, il y a eu une attaque sinistre. Un ami de Cox a pu en voir les traces par la suite. Il a levé son pantalon et j'ai aperçu une série de cicatrices grosses comme un penny ancien, d'1,25 pouce de diamètre, qui formaient une sorte de ligne pointillée tout le long de sa jambe. Ces cicatrices blanches s'enfonçaient profondément dans la chair, là où la peau avait été arrachée. Avant sa mort en 1971, Cox a relaté l'incident à ses sœurs, de même qu'à son ami, le professeur de biologie Cloudsley Thompson. Il ne m'a pas montré cela. Vous êtes ses sœurs, après tout, et nous étions dans le mess des officiers. Ils étaient 12 à bord de l'embarcation, et seulement 3 d'entre eux en sont sortis vivants 5 jours plus tard. Ils mouraient de soif l'un après l'autre, mais le plus horrible s'est produit un soir, lorsqu'ils ont été attaqués par un calmar géant. Une masse incroyable est apparue à côté du radeau. Elle a allongé un tentacule énorme qui a saisi l'un des hommes et l'a arraché à l'embarcation avant que les autres aient le temps de réagir. On peut présumer qu'il a été dévoré. À peine s'était-il quelque peu remis du choc qu'il venait de vivre qu'un autre tentacule a surgi du côté opposé. Il l'a bien vu car il se découpait nettement contre le ciel étoilé. Le tentacule a agrippé sa jambe et tout son corps, sa jambe droite surtout, car elle portait les cicatrices les plus visibles, celles qu'il m'a montrées. Mais je crois que tout son corps était pris et qu'il était entraîné comme l'autre. Mais heureusement, ses compagnons étaient maintenant aux aguets. Ils l'ont agrippé et ils l'ont retenu. Les ventouses lui ont arraché des morceaux de chair. Et c'est ce qui a causé les nombreuses cicatrices qu'il a sur tout le corps. Ces rencontres sont évidemment rares et elles demeurent anecdotiques.
tellement anecdotiques et invraisemblables en fait qu'on a tendance à les rejeter sans autre forme de procès. Or, le cas de la frégate américaine Stein jette un nouvel éclairage sur ces observations. D'abord parce qu'on a enfin des éléments de preuve tangibles et non de simples observations. Il fournit des pièces à conviction en quelque sorte. Et ensuite parce que les observateurs eux-mêmes ne sont pas tout à fait du genre à fabuler. La marine américaine n'a pas l'habitude de monter des canulars. Cela ne confère pas pour autant davantage de crédibilité au moindre témoignage d'observation de monstres marins. Mais cela nous incite à avoir l'esprit un peu plus ouvert, même face à ce qui nous a semblé complètement impossible à un moment donné. On n'a jamais capturé de calmar géant adulte, mais curieusement, à toutes les trentaines d'années, les eaux froides du courant du Labrador nous livrent un aperçu de ce à quoi de telles créatures pourraient ressembler. Nous sommes à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, à la base de la marine canadienne de l'Atlantique, où travaille le docteur Frederick Aldrich et son équipe. Voici un calmar géant de l'espèce Architeuthis stox. Il s'est échoué le 22 novembre 1979 à St. Brandon's sur l'île de Collier, dans la baie de Bonavista, à Terre-Neuve. C'est une femelle encore immature, donc une petite femelle de calmar géant. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les navires qui quittaient ce port étaient torpillés par les sous-marins allemands. Les survivants prenaient place à bord des canots de sauvetage, mais les pieuvres géantes faisaient surface, les arrachaient de l'embarcation et les entraînaient vers la mort sous l'eau. Je ne peux m'empêcher de me demander si les vestes de sauvetage traditionnelles, les dossards de couleur rouge, n'ont pas contribué à la mort de ces hommes. Car nous savons que les pieuvres sont attirées par le rouge. Ces ventouses sont typiques de celles que l'on trouve sur les tentacules des calmars géants. On peut voir que chaque ventouse est dotée d'un anneau de dents qui pénètre dans la chair pendant que la ventouse se colle à la peau de l'autre animal. À l'ouverture de la gueule du calmar comporte de gros crochets, semblables à des becs de perroquet qui déchiquettent la proie. Sur la langue et les lèvres du cachalot, on peut observer des cicatrices d'une trentaine de centimètres laissées par ces ventouses. Selon moi, le calmar géant pourrait atteindre une cinquantaine de mètres, soit environ 8 fois plus que celui-ci, qui fait 7 mètres. Et c'est un gros calmar. Quelle que soit la taille maximale éventuelle des calmars géants, le professeur Joseph Gennaro de l'Université de New York possède la preuve qu'il existe également des pieuvres géantes et qu'une telle pieuvre s'est échouée en Floride en 1896. C'est le docteur DeWitt Webb, le médecin de l'endroit, qui a enlevé la carcasse qui s'était échouée sur la plage. Son équipe a dû utiliser 4 chevaux et 3 leviers pour déplacer la carcasse de plus de 6 tonnes. Il n'en est resté qu'un seul tentacule, d'une longueur phénoménale de près de 10 mètres. Pour avoir une idée de la taille de la pieuvre que Webb a trouvée, il suffit de regarder d'abord une pieuvre ordinaire dans cette position et de s'imaginer ensuite que la pieuvre de Webb s'étalerait d'ici à la voiture rouge sur la plage. Une partie de cette trouvaille s'est finalement retrouvée au musée Smithsonian à Washington. Et tout ce qui reste de cette pieuvre des profondeurs, c'est ce lambeau de chair. On remarque qu'il est tendineux et fibreux, comme un morceau de bœuf bouilli. Au microscope, à la lumière polarisée, j'ai constaté qu'elle est presque identique à celle d'une pieuvre actuelle. Tout cela me pousse fortement à croire que le Dr Webb a effectivement trouvé une pieuvre gigantesque.
l'équipage du City of Baltimore a aperçu un animal à tête de serpent. Et en 1860, un serpent de mer a mordillé la figure de proue du British Banner. La seule analyse systématique de ces comptes rendus d'observation de serpents de mer a été entreprise par les scientifiques canadiens John Seibert et Paul Leblond. Ils se sont concentrés sur le littoral de Vancouver, où l'on a rapporté des dizaines d'observations. Il y a eu au moins 25 cas où l'on a décrit des espèces qui ne sont pas vraiment connues de la biologie marine. À Seychelles, à une trentaine de minutes de vol de Vancouver, on enquête à la suite d'une autre observation. Un garçon de l'endroit, John Andrews, pêchait au bout d'un quai lorsqu'il a aperçu un animal étrange. Pouvez-vous nous dire à quoi il ressemblait au juste? On aurait dit un long serpent avec des nageoires. J'ai d'abord aperçu la tête, d'une longueur de 30 à 45 cm et d'une largeur de 20 ou 25 cm, avec de grands yeux comme ceux d'un chat, des yeux qui reflètent la lumière. Et il pouvait regarder dans des endroits différents. Un œil était fixé sur moi et l'autre regardait en bas. C'est alors que j'ai remarqué qu'il devait être de la grosseur de ma cuisse, d'une circonférence d'un pied. Le corps de l'animal? Oui, le corps en tant que tel. Puis il a nagé en dessous de moi. Il devait mesurer 40 ou 50 pieds. Est-ce qu'il avait des nageoires? Oui, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Et il nageait en ondulant le corps de haut en bas, et non de côté puis de l'autre. Et il est passé juste sous moi en nageant. Il est difficile de dire quel genre d'animal John a aperçu. La description ne correspond à aucun mammifère connu, ni même à aucun poisson connu. D'après la forme allongée du corps, comme un serpent, il ne s'agit pas de mammifère. Par contre, l'ondulation de haut en bas est typique des mammifères. Nous avons constaté que les observations d'animaux étranges peuvent être classées en 3 grandes catégories. Les animaux à forme de serpent, comme celui que John Andrews a décrit, puis ceux qui ont un long cou et une sorte de tignasse assez grossière, comme si les poils étaient en fibre de noix de coco, selon la description d'un témoin. Et la 3e catégorie, ce sont les animaux à long cou également, qui ont parfois une sorte de crinière ou des cornes, et dont la tête rappelle celle d'un mouton ou d'une girafe. Aucun de ces observateurs n'était un artiste professionnel. Mais leurs croquis et leurs témoignages nous donnent un très bon aperçu de ce qu'ils croient avoir vu. Voici le croquis fait par John Andrews à la suite de son observation. Margaret Stout a aperçu cet animal en 1961 et David Miller a vu celui-ci au large de l'île de Discovery. Or, il se peut que des hommes aient déjà capturé un tel monstre marin. En septembre 1977, à l'est de la Nouvelle-Zélande, ce navire de pêche japonais a remonté dans son filet une étrange carcasse. La nouvelle a tellement emballé les réseaux de télévision japonais que leurs équipes de journalistes se sont rendues en hélicoptère dans le Pacifique Sud et sont descendus sur le pont du Zuyo Maru. Le capitaine Akira Tanaka s'est adressé aux journalistes. Le 25 avril, vers 10h30, nous nous sommes rendus compte que nous avions pris une grosse proie dans nos filets. C'était une masse charnue de couleur rouge qui dégageait une très forte odeur. Comme nous ne savions pas ce que c'était, je suis allé chercher mon appareil photo et mon flash. Malheureusement, peu de temps après, on a dû jeter par-dessus bord la carcasse en décomposition de l'animal. Mais dès 1980, l'un des grands ichtyologistes mondiaux, le professeur Fuchio Yasuda, a confirmé cette trouvaille. C'est la seule corroboration de l'animal inconnu qui a été remonté dans les filets du Zuyo Maru au large de la Nouvelle-Zélande le 25 avril 1977. Ces photos ont été prises par M. Yano des pêcheries Taiyo. La partie arrière du corps était pourrie et tombée en lambeaux. Comme on le voit dans cette photo, la surface du corps est couverte d'une substance ressemblant à de la graisse. Voici le croquis qu'a réalisé M. Yano après avoir mesuré le corps.
Je ne connais pas d'autres poissons qui aient cette forme. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous assure que cet animal nous est complètement inconnu. En 1976, à une cinquantaine de kilomètres de la côte, deux pêcheurs des Cornouailles ont aperçu un monstre. Tout d'un coup, à 45 ou 50 kilomètres à l'horizon, j'ai aperçu ce qui m'a d'abord semblé un bateau qui avait chaviré. Nous y sommes allés. Et en arrivant, nous avons constaté qu'il ne s'agissait pas d'un navire qui avait chaviré, mais plutôt d'une chose que nous n'avions jamais vue. Elle était sombre et elle avait comme des bosses sur le dos. Elle devait mesurer de 5 à 6 mètres et elle émergeait d'environ 1 mètre. La mer était très calme ce jour-là. Il n'y avait pas la moindre vague. Arrivé plus près, j'ai mis le moteur en marche arrière et à mon grand étonnement, à 1 mètre de score, une tête est sortie de l'eau. Je navigue depuis 40 ans et je n'avais jamais rien vu de pareil. L'animal s'est graduellement enfoncé dans l'eau et il a disparu. Après en avoir discuté, la seule explication que nous avons pu trouver, c'est que cela ressemblait à un animal préhistorique. L'animal entier devait bien peser quelques tonnes. Et il avait la taille de notre embarcation. Un bateau de 32 pieds. De temps à autre, on trouve des baleines et d'autres animaux marins échoués sur les plages. Mais il y a peu de cas documentés de monstres marins. L'un des plus connus est survenu en 1808 au pied de la falaise de l'île de Stronsay, au nord de l'Écosse. On a fait des dessins précis de la bête de Stronsay et on l'a mesurée avec précision. Plus de 50 personnes ont juré l'avoir vue. Aujourd'hui, parmi les autres pièces exotiques du Scottish Royal Museum à Édimbourg, en Écosse, on peut voir quelques vertèbres de la bête qui a été confiée au curateur, le Dr Jeff Swinney. Selon la description qu'on en a faite, l'animal mesurait 17 mètres, il avait une crinière sur toute sa longueur, une tête minuscule et un long cou. Plusieurs des témoins oculaires ont présumé de manière très raisonnable qu'il s'agissait d'une bête d'un genre tout à fait nouveau, complètement inconnu. En décembre 1977, j'ai eu la chance de pouvoir examiner un animal qui avait échoué au Tay, près de Carnoustie. Voici les vertèbres de cet animal. C'est un requin pèlerin. La conclusion qui s'impose, c'est que l'animal qui s'est échoué à Stronsay était aussi un requin pèlerin. À la mort du requin pèlerin, généralement, la carcasse pourrit et le cartilage qui supporte le museau s'affaisse. Le museau s'effondre donc. Cette grande zone qui contient des branchies s'affaisse également. Donc, toute cette région tombe. Et il ne reste alors qu'une petite tête à l'extrémité d'une longue colonne vertébrale, ce qui donne l'impression qu'il s'agit d'un animal à très petite tête et à long cou. Les nageoires ont tendance à s'effilocher. Et chez le requin mâle, il y a d'autres structures que l'on peut confondre avec des membres. Ici, le lobe inférieur de la queue se détache. Il ne reste donc qu'une petite tête et un long cou au bout d'un long corps à l'extrémité effilée. Mais l'hypothèse du requin pèlerin ne tient pas le coup en ce qui concerne un autre animal qui s'est échoué en 1942, toujours en Écosse, à Gourock. Cette bête avait de grandes dents, alors que celles du requin pèlerin sont toutes petites. Or, on était en guerre et la Royal Navy a interdit toute photo. Le fonctionnaire responsable du secteur, Charles Rankin, a finalement ordonné que la carcasse soit transportée à l'incinérateur municipal où elle a été dépecée et enfouie sous l'actuel terrain de football. Monsieur Rankin. Je ne vois pas comment cette carcasse aurait pu être celle d'un requin pèlerin. D'abord, cet animal n'était visiblement pas du tout en train de pourrir.
Il était absolument entier et ne portait aucune marque. Le monstre mesurait environ 9 mètres du museau au bout de la queue. Dans cette position, étendu sur le sol, il devait faire près de 2 mètres de haut. Il était comme en 3 parties. Le corps, le cou et la queue qui s'effilaient très graduellement. L'animal avait des dents grosses comme ça, sur chaque mâchoire. Dans son estomac, il y avait un petit morceau de ce que j'ai cru être un chandail de marin. Un bout, comme un bout de tricot. Et, curieusement, il y avait aussi un coin de nappe à l'ancienne, bien conservé, avec les franges. It can be described as an old-fashioned tablecloth, just the corner, and it was complete with tassels. Selon une légende amérindienne, Memphrey habiterait cette grotte, que les colons anglais ont par la suite baptisée grotte de Skinners. Les premiers explorateurs européens qui ont sillonné cette région ont rapporté que les Amérindiens ne se baignaient pas dans le lac par crainte d'être dévorés par des serpents géants et des alligators. Un manuel de géographie édité à Montréal au début du XXe siècle parle même d'un serpent qu'on nomme Anaconda, soit le même nom qu'un serpent bien connu d'Amérique du Sud. La première apparition de Memphrey remonte à 1816. Disons que la première apparition a été environ quelques milles au nord où nous sommes présentement. Et la dernière apparition a eu lieu au mois de juillet 1995, alors que la créature a été vue à Newport. Ici, la moyenne d'eau en pieds, c'est 185 pieds avec un maximum de 351 pieds. On peut dire que la majorité des apparitions ont eu lieu dans ce secteur, parce que le lac est divisé en 3 sections. Il y a la section sud, qui a une moyenne de 18 pieds de profondeur, la section centrale, 185 pieds, et la section nord, la section vers Magog, qui a une moyenne environ de 45 pieds. C'était très, très calme cette journée-là. Jean-Denis Dubuc relate sa rencontre furtive avec Memphrey. On a vu une masse d'environ 2 pieds de hauteur, de 6 à 7 pieds de long, qui est sortie à 3 reprises en face de nous. Cette masse-là sortie dans une séquence d'environ 1 seconde entre chaque sortie, avec un bruit, une espèce de bruit de sifflement. Micheline Roy l'a aperçue, elle aussi. Ce qu'on pouvait voir à la surface, c'était vraiment une longueur d'au moins 20-25 pieds, certains, là. Parce que c'était vraiment une peau, un peu une peau de phoque, là, une peau lustrée d'un brun chocolat noir, là, très foncé. Ça, on peut vraiment le voir à la surface de l'eau. M. Boisvert était en plongée dans le coin de Georgeville, c'est-à-dire que si on situe Georgeville par rapport à Hall Z, justement dans la même direction, le trajet qu'aurait pris cette masse-là entre Georgeville et Hall Z. Puis M. Boisvert m'a dit qu'au fond de l'eau, il avait vu comme une espèce de nuage, de vase. Lorsque je plonge toujours avec une boussole. Alors disons que je prends un cap, exemple, sur le toit de Saint-Benoît-du-Lac, qui est complètement à ma gauche, et je m'en vais dans cette direction-là. Et tout à coup, je vois, disons, une espèce de nuage qui se déplace dans le fond du lac. Et c'est ça, non, je ne crois pas que ce sont des bancs de poissons qui se déplacent, parce que j'en ai vu des bancs de poissons qui se déplaçaient, et ça ne faisait pas cette espèce de poussière-là qui se soulevée au fond du lac. Et la journée que M. Dubuc et Mme Roy ont eu leur apparition, je plongeais dans ce secteur-là ici, à ma droite, et eux étaient un peu plus loin, et j'ai observé ce phénomène-là, cette journée-là. La plus probante, c'est une créature à bosses multiples, et de couleur grise, qui peut varier entre 30, 40, 50 et 60 pieds de longueur. Jacques Boisvert s'intéresse à Memphrey depuis 1980.
En 15 ans, il a effectué plus de 4000 plongées et recueilli plus de 200 témoignages. Le récit de Marie-Albert et Lorian Thibault, des gens de la région, les copropriétaires du magasin général de Georgeville, est représentatif. Il faisait très beau. Le ciel, il était vers 8h, 8h30. Cette journée-là, il avait fait soleil, il n'y avait aucun nuage, très beau. Aucun bateau sur l'eau non plus. C'était à peu près vers la mi-août. Et puis, moi, je l'ai vu pour à peu près la moitié du temps de lui, là, parce que lui, il l'a vu avant moi. La dimension, ça pouvait avoir au moins 12 pouces de diamètre. Ça me semblait rond. Et qui dépassait de l'eau environ un bon 2 pieds, certain. Puis de la longueur, bien, étant donné que moi j'étais comme ça, puis ça s'emmenait comme ça, bien, je peux pas dire à peu près, mais c'était, ça faisait de la vague en arrière. Si Memphrey existe, il est d'une discrétion remarquable. Jacques Boisvert, qui le pourchasse sans relâche, en est venu à la conclusion que cela tient essentiellement aux habitudes alimentaires de Memphrey. C'est un carnivore. Disons que s'il se nourrit de poissons, il ne restera pas grand poisson dans le lac Memphremagog. S'il se nourrit des herbes, s'il était herbivore, ça serait une bonne chose parce qu'il n'y aurait pas d'algues sur le bord du lac Memphremagog. Donc, j'ai une théorie que j'ai étudiée, se nourrirait de nourriture benthique, c'est-à-dire de la nourriture de fond. Parce que c'est prouvé que dans le lac de Memphremagog, nous avons de grandes, ce qu'on appelle des grandes vases. Cet animal-là peut peut-être se nourrir, c'est comme une espèce de genre de plancton. Jacques Boisvert poursuit ses recherches au lac Memphremagog. D'autres chercheurs explorent les lacs du Québec. La côte ouest canadienne a elle aussi un monstre lacustre légendaire, le célèbre Ogopogo, résident plutôt discret du lac Okanagan. Nous sommes à Kelowna, en Colombie-Britannique, au pays de Hopi, pour Ogopogo. Aujourd'hui, Ogopogo est le sujet de la tribune téléphonique de la station de radio CKOV de Kelowna. Bonjour et bienvenue à la tribune téléphonique de OP. C'est le sujet du jour. Comment allez-vous, Teresa? Bien, merci. Aujourd'hui, nous parlons de Ogopogo. Bien des gens l'ont aperçu dans la région. La légende remonte à plusieurs années. Nous allons en discuter avec des experts. Je crois que Arlene Gall va être avec nous pour nous parler de son livre sur OP. C'est exact. Passons au premier appel. Ligne 2, bonjour. Bonjour, je suis M. Poglis. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Vous voulez entendre parler d'Ogopogo? Ah, certainement. Bon, d'accord. Je suis chauffeur de taxi et j'emmenais un client à l'hôpital. J'ai emprunté la rue Abbott. Et rendu ici, j'ai regardé le lac et j'ai eu la surprise de voir cette chose sortir de l'eau. C'était comme une tête de cheval, avec des sortes de cornes sur la tête. C'était énorme, et ça sortait de l'eau comme un gros serpent. Un homme est arrivé derrière et m'a demandé ce que je regardais. Je lui ai dit que j'avais vu Ogopogo là-bas. Et il m'a demandé où ça? J'ai dit là. J'avais ouvert la portière de l'auto et je venais de sortir quand l'animal a replongé sous l'eau. L'homme a dit, « Regarde ces grosses vagues. » Tout ce que nous pouvions voir, c'était ces grosses vagues qui avançaient vers le quai de Fred, le gars qui loue des bateaux. Puis, il a disparu. D'accord, nous allons cesser de prendre les appels téléphoniques pour le moment et vous présenter une dame qui est très connue dans la vallée d'Okanagan, Arlene Gall, auteur d'un livre sur Ogopogo. Bonjour Arlene. Bonjour John et Teresa. Combien de comptes rendus d'apparitions avez-vous recueillis? Des centaines. À quand remonte la première apparition? La première apparition documentée date de 1852. D'accord, c'était en 1852 et nous sommes en 1980. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a plus d'un Ogopogo? Il semble bien qu'il y en ait plusieurs. On l'a filmé, je crois. Je pense que c'était en 1968. Il est difficile de ne pas croire lorsqu'on le voit de ses yeux. Parlez-nous de ce film. Le film sur Ogopogo a été tourné en 1968 par un dénommé Art Fogan. Il rentrait d'un séjour à son chalet à Chase et il a aperçu quelque chose à la surface du lac. Il a dit à sa femme,
« Regarde, voilà Ogopogo. Elle a ri de lui. » Alors, il est sorti de l'auto et s'est mis à filmer cette créature. Ce qu'on voit dans le film, c'est un objet animé qui avance dans l'eau. Il fait surface et replonge à divers intervalles et plus ou moins vite. On voit la créature qui accélère rapidement et qui fait des vagues. C'est la partie du film que je préfère, car on y aperçoit un animal qui pousse beaucoup d'eau devant lui et qui fait de bonnes vagues. J'y vois quelque chose de crédible. Un peu partout dans le monde, les monstres lacustres sont traqués par des poursuivants qui ont recours à toutes sortes de stratégies plus ou moins astucieuses. En Écosse, Ivor Newby roule dans une automobile amphibie, prêt à se lancer à l'eau à la moindre alerte. Dans le lac Okanagan, une équipe de 60 plongeurs a organisé une vigile de nuit à la recherche d'Ogopogo. On a construit des sous-marins, des rouges, des jaunes. En Écosse, on a même construit un gigantesque piège à monstres lacustres. En Suède également, et en guise d'appât, on a utilisé un porc. Au Japon, on a eu recours à une toute autre approche, du saké pour enivrer ici le monstre du lac Ikeda. On y a même construit un observatoire d'où l'on surveille le lac 24 heures sur 24. On y enregistrera peut-être des images comme celle-ci, tournée par notre recherchiste lors du repérage au lac Memphremagog. Elle n'est malheureusement pas concluante. Fait étonnant, les monstres des lacs se tiennent loin des tropiques. On les retrouve tous en zone tempérée, dans une étroite bande de latitude. Même les eaux peu profondes du Loch Ree en Irlande semblent cacher un habitant mystérieux qu'ont aperçu 3 hommes d'église en mai 1960. Le père Burke, le père Murray et Monseigneur Quigley. Nous laissions dériver le bateau en attendant qu'une brise se lève et que l'on puisse pêcher avant qu'il fasse noir. Tout d'un coup, Monseigneur Quigley nous a dit « Voyez-vous ce que je vois? Que voyez-vous? Là-bas. » J'ai alors aperçu quelque chose à la surface de l'eau. Une bosse avec une tête plus loin. La chose bougeait lentement vers la droite. Lentement. Je me souviens avoir demandé aux autres ce que c'était. Ce n'était pas... Si ça avait été un poisson, nous aurions vu quelque effet sur l'eau. Et si ça avait été comme une anguille, nous aurions vu des sillons, mais il n'y avait pas une trace de rien. Cela aurait pu être le périscope d'un petit sous-marin. Nous en avons discuté par la suite et nous nous sommes convenus qu'il devait s'agir d'une sorte de gros serpent. C'était peut-être un crocodile irlandais. Mais pour bien jauger le phénomène, il faut se tourner vers le doyen des monstres lacustres. Ce film des plus étranges prouve enfin l'existence du monstre du Loch Ness. Le lac a une longueur de 33 km, une largeur de 2,5 km et il atteint une profondeur de 275 mètres. Les croix indiquent les endroits où le monstre a été aperçu le plus souvent. Les flèches indiquent les endroits d'où on l'a aperçu, de la route ou du bord du lac, et ceci représente l'endroit où nos caméramans, après une longue attente, ont réussi à le filmer. Grâce à une lentille téléphoto, nous voyons le monstre fendre les eaux grises à la vitesse de l'éclair. La météo défavorable et l'humidité des jours et des nuits ont malheureusement affecté la pellicule. L'image est un peu floue, mais qu'à cela ne tienne, car nous avons réussi à filmer le monstre pour la toute première fois de l'histoire. 2 ans plus tôt, le chirurgien londonien Kenneth Wilson avait pris ce cliché, la plus célèbre photo de Nessie. On sait maintenant qu'il s'agit d'un habile trucage. En voici une autre, prise en 1934 également. Y voit-on une nageoire? Hugh Gray, un ouvrier, a pris cette autre photo à sa sortie de l'église un dimanche. En 1951, Lachlan Stewart a pris cette photo classique des fameuses bosses. Cette photo nous montre-t-elle le monstre ou une vague? S'agit-il du flanc du monstre ou est-ce une méprise?
Et est-ce que cette photo de 1977 montre la tête et le cou du monstre? 70 années de photographie n'ont fait qu'approfondir le mystère, dont l'origine remonterait à l'an 565. Poursuivant sa mission d'évangélisation, Saint Colomban parcourait l'Écosse. What's that in the water? It's only a man swimming. No, what's that over there? In the name of God, thou shalt go no further nor touch the man. Go back with all speed. The story of this deed and this beast will endure long beyond our departure from this place. This Loch Ness. Saint Colomban a vu juste. Près de 1500 ans plus tard, le Loch Ness et Nessie entretiennent une vaste industrie touristique qui encaisse des millions de dollars par année. Nessie est omniprésente. On en fait des poupées, des t-shirts, des plaques, des cartes, des bibelots, des livres, toutes sortes d'écussons. On a même songé à sa progéniture, en présumant bien sûr que le monstre est ovipare. Et comme il s'agit d'une affaire très sérieuse, on a conçu un jeu où les concurrents organisent des expéditions imaginaires sur le Loch Ness. L'humour est évidemment de la partie, surtout lorsque cela rapporte gros. En 1990, l'éditeur William Hill a offert 250 000 livres sterling à celui qui pourrait fournir une preuve concluante de l'existence de Nessie. On a alors organisé une fin de semaine de chasse aux monstres, au cours de laquelle certains concurrents, prenant les grands moyens, ont tenté d'appâter Nessie avec des cristaux magiques. Les chasseurs de monstres sont rentrés bredouilles, mais l'événement a été une grande réussite publicitaire. Join the monster, Raven, Looney, party! Yes. Les comptes rendus d'apparitions toujours furtives de Nessie n'en continuent pas moins. Plusieurs de ces témoins oculaires se retrouvent aujourd'hui à bord de ce bateau. Des gens comme Alex Campbell, garde-pêche du Loch Ness pendant 47 ans. Il affirme avoir aperçu Nessie 18 fois. Le banquier Peter McNabb, qui a pris une photo célèbre de Nessie en 1955. Et le comptable Peter Smith et son épouse Gwen, qui ont filmé Nessie en 1977. Alex Campbell. J'étais complètement sidéré. J'ai cligné des yeux 3 fois pour être certain de ne rien inventer. J'ai aperçu nettement la tête et le gros corps. J'ai tout de suite compris que l'animal avait peur à cause des mouvements de sa tête qui oscillaient de droite à gauche. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un périscope légèrement incliné, mais dont la tête était tout de même à l'horizontale. La tête a monté assez haut, aussi haut qu'un homme, selon moi. Elle devait avoir un diamètre d'une 30aine de centimètres au moins. À l'œil nu, cela ressemblait à une colonne noire avec une tête rectangulaire au-dessus. À un moment donné, la tête a pivoté d'environ 90 degrés. Elle était de côté avant, mais elle a tourné comme pour nous fixer ou regarder de l'autre côté. Il nous a alors semblé que la tête avait la même taille que le cou. Puis elle a perdu son aspect distinctif et elle est revenue comme elle était. Certains photographes, comme Frank Searle, se sont amusés à fabriquer des montages. Cette photo a été réalisée à partir d'une carte postale d'un brontosaure peint par J. Arthur Dixon. En réalisant ouvertement cet habile montage, Frank Searle a montré à quel point il était possible et facile de déjouer les experts. Il s'est également attiré les foudres de l'industrie touristique. Comme les photos ne donnaient aucun résultat tangible, les scientifiques se sont tournés vers une autre technique spécifiquement conçue pour la détection sous-marine, le sonar. La première enquête scientifique exploitant le sonar remonte au début des années 70. Elle a été menée en collaboration avec le réputé chercheur américain Harold Edgerton du MIT. Les chercheurs ont placé leur caméra sonar sous un bateau ancré dans la baie de Urquhart. Ce système devait permettre de déceler tout objet massif qui franchirait le cône du faisceau d'onde du sonar.
L'image apparaîtrait alors sur les échosonars. La nuit du 8 août 1972, un gros tracé noir est apparu sur l'échosonar. Tout le monde retenait son souffle, tandis que le directeur de l'étude, le Dr Robert Rines, concluait une entente avec l'Académie des sciences appliquées pour faire développer les photos sous la supervision de la firme Kodak. Nous avons soumis ces résultats à une sorte de jury d'experts mondiaux du sonar et de la photo. Et ils sont unanimes à reconnaître que nous avons effectivement décelé un gros objet en mouvement, d'une longueur apparente de 20 à 30 pieds, doté d'un appendice d'une dizaine de pieds, et qui, selon l'image sonar, semble avoir des projections distantes de 6 pieds environ. Le Loch Ness est un très mauvais endroit pour prendre des photos. L'eau est boueuse et très sombre à une trentaine de pieds, mais avec une caméra stroboscopique, nous avons pu prendre ces clichés d'un objet à une vingtaine de pieds de l'objectif. Voici une photo en couleur naturelle montrant ce qu'on peut voir habituellement. Elle est très floue et sombre. Heureusement, nous avons pu prendre ce cliché qui ressemble à une queue de tétard, mais beaucoup plus longue, qui ferait 8 pieds environ. Et notre meilleure photo après traitement montre une nageoire latérale. Elle provient d'un cliché qui a été pris 30 secondes plus tôt. Selon les experts, cette partie mesure une longueur de 8 pieds, une largeur de 2 pieds, et elle correspond aux mesures de 10 pieds du sonar. Mais il semble maintenant que l'on ait égaré les clichés originaux. Et Charles Wyckoff, l'expert en photographie de l'Académie, affirme que les photos qui sont actuellement en circulation ont été retouchées par des inconnus. Quant au spécialiste de la NASA qui en avait fait le traitement infographique, il affirme avoir obtenu cette image. Et non celle-ci. Bref, cette première tentative scientifique était loin d'être concluante. En 1975, l'Académie a fait un nouvel essai. Elle en a obtenu ces photos que l'on a finalement appelées la tête de gargouille et la photo de la tête et du corps. Mais s'agissait-il vraiment de Nessie? Les caméras avaient été suspendues sous un navire ancré dans la baie de Urquhart. Or, il est possible que le bateau ait dérivé considérablement à cause du vent et que les caméras aient buté contre la rive. On a conclu par la suite qu'au moins une de ces photos représentait un tronc d'arbre au fond du Loch Ness. D'autres photos de l'Académie qui font maintenant partie de l'exposition officielle ont été qualifiées de silhouettes de nageoires ou encore de ventre couvert de parasites et ainsi de suite. Bien des gens pensent toutefois qu'il s'agit en fait de photos du fond du Loch Ness. D'autres scientifiques se sont intéressés à l'environnement marin du Loch Ness dans le but de vérifier s'il pouvait permettre à un animal de la taille de Nessie d'y survivre. On avait présumé dans les années 70 que seules les zones comme les embouchures des rivières où les saumons migrent étaient assez riches pour soutenir un gros prédateur. Mais les explorations sonars des années 1980 ont permis de découvrir une faune beaucoup plus riche et diversifiée que ce que l'on avait imaginé dans les eaux plus profondes. On y trouve notamment bon nombre d'invertébrés qui sont de véritables reliques de l'ère glaciale. On y trouve de petits mollusques, des moules de la grosseur d'un pois, appelés Pisidium conventus. Il y a aussi des larves de moucherons qui ne piquent pas et qui, au bout d'un certain temps, remontent lentement vers la surface d'où elles émergent en tant qu'adultes. Mais les concentrations de ces invertébrés dans les sédiments sont beaucoup plus importantes que nous le pensions. Et nous avons trouvé une autre population de poissons de l'Arctique, des ombles chevaliers. Même avec une telle concentration d'invertébrés, il serait toutefois prématuré de conclure que le Loch Ness peut héberger un être vivant passablement large à 220 mètres de profondeur. Mais cela n'élimine pas cette hypothèse non plus. En 1981, le projet Loch Ness a conçu et construit le John Murray pour y effectuer des patrouilles sonars 24 heures sur 24. Le bateau naviguait au centre du Loch Ness qu'il balayait sans cesse de droite à gauche de son faisceau sonar. Le faisceau sonar principal était relié à une caméra vidéo couleur qui pouvait fournir une image comparative des contacts et de leur profondeur,
calculée à partir de l'angle du faisceau et de la distance. Cette année-là, plus de 1500 heures de patrouille sonar ont produit plus de 40 contacts bien définis, souvent à de grandes profondeurs. On se méfiait toutefois des faux échos, dus essentiellement à 3 causes précises. Il y a d'abord les réflexions latérales sur les bords du lac. Ensuite, lorsque le faisceau n'est pas parfaitement vertical, il peut être diffracté et partiellement réfléchi par les couches d'eau à des températures différentes. Et finalement, divers objets encore ancrés au fond, comme des boîtiers de caméras sous-marines d'expédition antérieure oubliés sur place, peuvent provoquer de très importants échos sonars. La seule manière d'éliminer ces ambiguïtés consistait à utiliser des faisceaux sonars parfaitement verticaux. L'étape suivante était logique et inévitable. L'opération Deep Scan, une véritable armada scientifique de 20 bateaux sondant les profondeurs du Loch Ness de leurs faisceaux sonars. C'est la plus importante expédition scientifique qu'on ait organisée pour traquer Nessie. C'est aussi la plus coûteuse. Elle aurait coûté plus d'1 million de livres sterling. Le directeur scientifique de l'opération Deep Scan, Adrian Shine, nous parle de l'objectif et des résultats de cette importante mission. Le principal objectif de l'opération Deep Scan était de vérifier si les échos sonars que nous avions enregistrés auparavant correspondaient à des points fixes. Effectivement, il s'est avéré que 3 d'entre eux n'étaient pas des points fixes. Ces cibles intéressantes justifiaient donc une enquête plus poussée. En fin de compte, l'opération Deep Scan n'a ni confirmé ni infirmé l'existence de Nessie. Ce qu'on m'a demandé en fait, c'est ce qu'allait faire l'industrie touristique si l'opération Deep Scan ne trouvait rien. Et cela parce que les promoteurs de l'opération Deep Scan ont soutenu qu'elle allait explorer le moindre centimètre carré du Loch Ness. Or, en réalité, l'opération Deep Scan ne pouvait pas couvrir les eaux les plus profondes ni les berges. L'industrie touristique avait donc encore une échappatoire si l'on ne trouvait rien. Mais en fait, on a obtenu 3 échos bien nets. Mais à quoi pouvaient correspondre ces 3 échos sonars? Après analyse, les experts ont conclu qu'il devait s'agir d'un animal aquatique plus gros qu'un requin et plus petit qu'une baleine. En 1990, l'équipe de chercheurs du projet Loch Ness a entrepris de prélever des carottes au fond du lac, en quête d'espèces végétales et de diatomées susceptibles de démontrer que le Loch Ness a déjà été ouvert sur la mer, une hypothèse souvent évoquée pour expliquer la présence des monstres lacustres. Nous devons maintenant examiner plus attentivement l'écosystème aquatique du Loch Ness, surtout les ressources pélagiques du centre où l'on a trouvé une nouvelle source alimentaire, et aussi au fond du lac. À cette fin, nous allons établir un poste d'observation fixe au centre du lac et nous y inviterons des collaborateurs scientifiques de toutes les disciplines liées aux écosystèmes en eau douce. On peut donc dire que nous nous attaquons maintenant à la controverse en étudiant l'écosystème. C'est dans les vallées tout autour du mont Everest que le Yéti semble le plus vivace. Pour les Sherpas des sommets de l'Himalaya, il n'y a aucun doute possible, le Yéti existe. Il est inextricablement lié à leurs rituels et à leur mode de vie. Kunjo Chumbi est le chef du village de Kumjung. Il a aperçu le Yéti. Dans le monastère qui surplombe le village, il conserve précieusement ce qu'il croit être un scalp de Yéti, dans un coffre, comme une relique. Avec une certaine assurance, il imite le cri du Yéti.
C'est un cri qui inspire la crainte aux Sherpas. Un cri que Lakpa Domani a entendu de près il y a 6 ans. Un yéti a surgi, m'a attaqué et m'a jeté dans la rivière. Il avait la face très foncée et semblait très âgé. Je suis restée inconsciente pendant quelques heures. À mon réveil, j'ai constaté que le yéti avait tué quelques yaks et une vache. Elle dit que le yéti l'a soulevé et l'a jeté dans la rivière. Le yéti est indissociable des mythes et des légendes des Népalais. Desmond Doig, en compagnie de Sir Edmund Hillary, le premier homme à avoir vaincu l'Everest, a monté une très importante expédition. Il a constaté que les Sherpas en faisaient une description particulièrement détaillée. Les Sherpas le décrivent comme ayant la tête poilue, les oreilles assez pointues et le museau aplati. Il est poilu, il a la poitrine et le ventre lisses, et sa face ressemble à celle d'un humain. Il a très mauvais caractère, très mauvais, et on dit qu'il éventre ses victimes humaines s'il en a l'occasion. L'expédition de Desmond Doig a conclu que le yéti n'était qu'un fantasme oriental, mais en rétrospective, il croit avoir eu tort. Je crains que notre expédition n'ait été un superbe gâchis. Tout yéti digne de ce nom devait se tenir à très bonne distance de nous. Nous étions accompagnés de 600 porteurs et de 200 Sherpas, et nous étions une quarantaine vêtus de superbes anoraks aux couleurs vives. Nos tentes étaient très colorées également. Notre odeur, notre apparence étaient différentes. Notre comportement détonnait par rapport aux coutumes locales, et l'odeur de notre cuisine a dû horrifier tout ce qui se trouvait à portée de nez. Rien d'étonnant donc à ce que notre expédition ait conclu, assez tristement d'ailleurs, que Yéti n'existe pas. D'autres expéditions ont aussi échoué dans leur chasse à l'abominable homme des neiges. Mais depuis près de 3/4 de siècle, des Occidentaux reviennent de ces régions avec de nouveaux témoignages. Emil Wick était l'un des meilleurs pilotes de montagne. Il y a une vingtaine d'années, il a emmené un groupe de touristes japonais survoler la région de Kumchung-junga. J'ai aperçu, à flanc de colline, des pistes comme je n'en avais jamais vu auparavant. Je suis descendu et je les ai survolées en avion, cherchant à apercevoir un bout de papier, une canette vide, un mégot de cigarette, enfin, un indice quelconque. Mais il n'y avait absolument rien, rien d'autre que ces pistes. 4 de ces pistes se dirigeaient vers Chamlung, vers le nord. J'ai voulu les suivre, mais la dame qui était assise à ma droite m'a dit « Commandant, je regrette, mais nous vous payons pour survoler Kanchenjunga, pas pour vous laisser voler là où cela vous plaît. » Des témoignages, même de personnes crédibles et présumées dignes de foi, comme Sir Edmund Hillary, qui a fait la première ascension documentée de l'Everest, eh bien, ce ne sont malheureusement que des témoignages. Pour convaincre, il faut absolument des preuves tangibles. À défaut d'une capture ou d'un cadavre de Yéti, ce qui constituerait des preuves incontournables, on peut toujours commencer par des photos. En 1951, Eric Shipton et le docteur Michael Ward ont pris les premières photos d'empreintes de pied à la frontière du Tibet. Aucun doute possible. Ces empreintes étaient différentes de tout ce qu'Eric Shipton et moi avions vu ou imaginé jusque-là. Les empreintes étaient bien nettes dans la neige. Il devait y avoir 8 cm de neige au-dessus de la surface glacée, et on y distinguait clairement les 5 orteils. Le gros orteil ici, le deuxième, le troisième, le quatrième et le petit orteil là. On voit que le contour de l'empreinte est bien net. Et ici, au niveau du talon, on a dû appliquer un poids considérable, ce qui m'incite à croire que l'animal posait d'abord le talon au sol en marchant. Les empreintes ont une longueur d'une trentaine de centimètres
et une largeur de 12 à 15 cm. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une méprise de piste d'autres animaux. On a laissé entrevoir toutes sortes de possibilités, comme le fait que cette empreinte, par exemple, soit en fait deux empreintes l'une sur l'autre, mais je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas que ce soit possible. Cette empreinte a été photographiée dans la vallée de Dodcozy en 1978 par Lord John Hunt, le colonel britannique qui a dirigé la première expédition qui a vaincu l'Everest. La créature avait défoncé une épaisse croûte de neige. La neige était épaisse et la pente très abrupte. La créature était lourde car elle avait défoncé une croûte de neige résistante sur laquelle nous ne laissions aucune trace. On pouvait apercevoir les empreintes des orteils dans la neige molle du dessous. Je ne crois pas que c'était des traces d'ours, car lorsque j'ai vu ces traces, j'étais avec des Sherpas qui affirmaient avec insistance que ce n'étaient pas des traces d'ours, mais de Yétis. Sur les photos prises par le jésuite français Pierre Bordet, les orteils sont bien visibles également. Ce n'est certainement pas un singe. Ce n'est pas un ours non plus, parce que l'ours a des griffes, cet animal n'a pas de griffes. Alors je pense que c'est un animal particulier dont on ne connaît pas l'existence exacte, parce qu'on n'en a pas de description précise, mais j'en ai parlé avec plusieurs spécialistes, en particulier de paléontologie, et ils sont assez tentés de penser qu'il s'agirait d'un animal du groupe des préhominiens, donc de nos ancêtres lointains. Le chef d'escadron Lester Davis dirige maintenant l'école Outward Bound à Ullswater, dans le sud-est de l'Australie. En 1959, il a fait partie d'une expédition de la RAF et il a lui aussi trouvé des traces de pas dans la neige, dans la vallée de la Kultak. Elles avaient une profondeur de 12 cm environ. Avec mon sac à dos et ma ciné-caméra, je devais peser près de 80 kg et je ne m'enfonçais que de 4 cm. Cette chose était énorme. La neige était coupée par un cours d'eau glacial et j'y suis entré. Je devais tenir ma caméra à bout de bras, car l'eau m'arrivait aux aisselles lorsque mes pieds ont touché le fond. L'eau était glaciale et j'en suis sorti, tant bien que mal, juste à côté de ces immenses empreintes. Nous avons aussitôt compris que cet animal, ce Yéti, ou peu importe, était sorti de l'eau en marchant sur ses pattes arrière. Les gars du British Museum ont déterminé qu'il devait mesurer 8 pieds et peser 380 kilos. Peu d'Occidentaux ont aperçu le Yéti. L'alpiniste anglais Don Willens a eu ce privilège en 1970. Il tentait alors l'une des plus difficiles ascensions qui soit. L'Annapurna, par la face sud. J'ai entendu comme un cri d'oiseau derrière moi. J'ai regardé le Sherpa et il m'a dit « Un Yéti s'en vient, Sahib ». Je me suis donc retourné brusquement et j'ai regardé vers le sommet de la montagne. J'ai aperçu 2 corneilles qui s'envolaient et une forme sombre qui se rabattait derrière la corniche. Ma première réaction, ça a été de me dire « Bon, qu'est-ce que je fais? Je prends le pic à glace ou quoi ?» Il a plutôt photographié les traces de pas. La nuit suivante, l'être est réapparu et il l'a observé de nouveau. Soudain, on aurait dit qu'il venait de se rendre compte qu'on l'observait en quelque sorte. Il est parti à toute vitesse et il a franchi toute la pente. Il a dû parcourir un demi-mille en diagonale vers le bas. Il se dirigeait de toute évidence vers quelques rochers qui affleuraient et il a disparu dans l'ombre des pierres. Je ne l'ai plus revu. Alors, peut-on conclure à l'existence du Yéti ou de l'abominable homme des neiges? Nous avons posé la question à notre spécialiste qui enseigne l'étude de la parapsychologie ou de ces phénomènes que l'on regroupe sous le vocable de psy, Louis Bélanger.
L'abominable homme des neiges qui circule sur les neiges, on en a des traces. C'est la seule chose dont on est sûr, c'est la neige et les pistes, les empreintes, qui ont été documentées, photographiées par les alpinistes chevronnés et qui sont au-dessus de tout soupçon de fraude. Abominable, ça reste très subjectif, certainement pour la jeune Népalaise qui en a subi des attaques, mais en général, cette créature ne s'attaque pas aux êtres humains, plutôt aux animaux. Homme. Ça, c'est important dans notre recherche. Est-ce que c'est un être humain? Les Sherpas la désignent comme Yété, de leur Yéti, et c'est pour identifier un animal et non un être humain qui circule dans les rochers. Alors, à la recherche d'une preuve physique, on aurait peut-être le fameux scalp porté par le chef du village, mais après étude, on s'est aperçu qu'il s'agissait de poils et de peau de chèvre népalaise. Dans la chaîne côtière du Pacifique, dans l'État de Washington, l'agent Ken Cooper de la police du comté de Rockingham, un chasseur d'expérience, était au volant lorsqu'il a entendu un bruit étrange. Je roulais vers le nord sur cette route, ici, et j'ai entendu une sorte de cri qui provenait de là, derrière. Et pendant tout le trajet, il a continué de crier. Toute la population du comté de Rockingham a pu l'entendre car je l'ai fait jouer dans le haut-parleur de l'autopatrouille. Le bruit que faisait cette créature a été enregistré par cet appareil. Nous avons envoyé cet enregistrement dans un laboratoire pour analyse, et ils ont conclu que l'enregistrement ne contient aucun bruit métallique. Cela ne provient donc pas d'une machine quelconque. Ils ont affirmé que personne n'a les cordes vocales assez souples pour émettre simultanément les sons aigus et graves, comme ceux qui provenaient de cette chose. L'anthropologue Grover Krantz s'est intéressé de près au Sasquatch. Il est tellement convaincu qu'il y en a dans le nord-ouest des États-Unis qu'il part souvent à la chasse dans le but d'en suivre un et de le tuer. Je suis convaincu de l'existence de ces créatures pour plusieurs raisons. D'abord, et c'est peut-être la principale à mes yeux, une étude minutieuse des empreintes m'a convaincu que dans certains cas au moins, elles ne pouvaient avoir été fabriquées. Mais en outre, il y a toutes ces observations faites par des personnes irréprochables, d'une probité exemplaire. Les observations qui paraissent incontestables se comptent maintenant par centaines, du moins celles que je connais. Il doit y en avoir des milliers, en fait. Il est très difficile d'estimer combien il peut y avoir de Sasquatch. Je dirais que dans le nord-ouest des États-Unis, il doit y en avoir environ 200, et probablement autant dans les régions adjacentes de l'Ouest canadien. S'il y en avait moins, ce ne serait pas suffisant au maintien de la population, selon moi. Et s'il y en avait davantage, je pense qu'on en verrait plus souvent. Ici, dans le nord-ouest, sur la côte du Pacifique, il y a des milliers de kilomètres de territoires vides et inhabités. Il n'y passe presque personne, et il est vraisemblable qu'un être comme le Sasquatch puisse y vivre et qu'on n'en aperçoive qu'à l'occasion. Il n'y a rien d'étonnant non plus au fait que l'on n'ait jamais retrouvé de cadavre. Mais c'est plutôt Bob Kimlin et son ami Roger Patterson qui se sont retrouvés face à face avec une énorme créature poilue pendant une excursion à Bluff Creek, dans le nord de la Californie. Et cela alors qu'ils avaient avec eux une cinécaméra chargée. Au détour d'un virage, nous nous sommes retrouvés devant une grande créature poilue de forme humanoïde. Elle devait mesurer de 6 à 7 pieds. Elle nous a regardés pendant quelques secondes, puis elle a fait demi-tour. Elle s'est éloignée lentement. Le sol était un peu calcaire et elle y a laissé de bonnes empreintes.
Elle s'est éloignée en ligne droite de nous sans se presser, comme quelqu'un qui marche sur le trottoir en ville. Elle ne s'est jamais mise à courir. Il semble bien qu'il s'agissait d'une femelle, car elle semblait avoir des glandes mammaires. Elle semblait très souple, ses mouvements étaient très fluides, et elle était très musclée. Dans l'ensemble, on aurait dit un énorme être humain très poilu. Que penser de ce film? Et d'abord, est-il authentique? Nous avons posé la question à un paléontologue amateur qui s'intéresse tout particulièrement aux techniques de prise d'empreintes par moulage de plâtre, le Québécois Yvon Leclerc. On a un film qui a fait parler beaucoup, le film Flou. Maintenant, ce film-là, d'après les analyses que j'en ai vues, ça passait à peu près tous les tests, sinon tous les tests, comme étant un film authentique. Et l'animal, entre guillemets, qu'on voit sur le film, serait une femelle. Ce qu'on connaît vraiment de scientifique, on connaît très peu de choses, malheureusement, pour le public. Moi, que ça se peut ou ça se peut pas, ça me dérange pas. Je regarde les faits et je me dis, en science, il faut prouver. Okay? Donc, à partir de là, moi, je pense que le devoir des scientifiques, c'est d'aller voir. Ils étaient sur leur terre, dans l'Oregon, lorsqu'ils ont aperçu des traces de pas. Nous les avons mesurés. Papa avait un ruban à mesurer avec lui. Il a monté la pente d'une enjambée que nous avons mesurée à 77 pouces et demi. C'est tout un pas. Puis il est descendu et il s'est arrêté au bord de la route. Il est entré dans les broussailles et dans le bois. Il avait une enjambée de 7 pieds lorsqu'il est entré ici. Et je l'ai suivi pendant un certain temps. Mais j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas m'aventurer plus loin pour voir ce qui avait laissé ces empreintes. À un endroit, il a dû franchir une clôture. Il l'a enjambée comme s'il n'y avait rien. J'ai dû me faufiler en dessous. Je pense que Bigfoot est un animal que nous connaissons déjà d'après les fossiles. En voici un spécimen. Il s'agit d'un moulage de plâtre d'une mâchoire inférieure de ce qu'on a appelé les gigantopithèques. Ces êtres vivaient en Chine il y a entre 500 000 et 1 million d'années, et je vais faire une comparaison avec le gorille. Voici un plâtre d'un crâne de gorille. Cela vous donne une idée de la taille de cette chose. Cet animal devait peser plus de 180 kilos. Jetons un coup d'œil à la mâchoire inférieure. La partie la plus intéressante, c'est le dessous. C'est là que l'on voit le mieux la différence. Chez le gorille, les deux côtés de la mâchoire s'écartent très peu vers l'arrière parce que le cou du gorille est très loin derrière la tête. Pour que le cou puisse se déplacer vers l'avant, il faudrait agrandir l'écartement de la mâchoire pour lui faire de la place. Chez le gigantopithèque, l'angle d'écartement de la mâchoire est beaucoup plus grand et la seule raison évidente, c'est que le cou y passe. Cela signifie donc que la tête est placée directement au-dessus du tronc au lieu d'avancer vers l'avant. On peut donc présumer raisonnablement que cet animal était un bipède et marchait debout. Il apperdons en fin de compte que le gigantopithèque était un bipède qui se tenait droit debout, devait mesurer environ 2,50 m, peser 350 kg et sans doute être couvert de poils. Il vivait à une époque trop précoce pour avoir une activité culturelle et n'était probablement pas plus intelligent qu'un grand singe. Et c'est évidemment conforme en tout point à la description du Sasquatch qui vit aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une hypothèse, parmi d'autres beaucoup plus radicales notamment. Oui, Bélanger. Les empreintes et le film de Patterson sont au centre d'une controverse. Dans les milieux sceptiques circule l'histoire du bûcheron qui aurait fabriqué de ses mains des grands pieds de Sasquatch de 10 pouces de long et qu'il aurait utilisé autour du mont St. Helens. Lui-même, Mullins, prétend que c'est grâce à sa mise en scène que serait née toute cette légende autour du Sasquatch. Alors que, depuis 150 ans, on rapporte des milliers d'apparitions et autant de traces. Alors, cette explication me semble exagérée. Elle ne peut pas rendre compte donc, de tout ce qu'on a observé depuis 150 ans. Ensuite, Grover Krantz, l'expert en anthropologie physique, rapporte que les empreintes viennent de pieds souples. Alors, ça ne pourrait pas rendre compte de la fabrication de Mullins avec des pieds en bois rigides. De sorte que, finalement, d'un côté, c'est sûr que le film n'est pas une preuve de l'existence de la créature, mais d'autre part, la fraude ne peut pas rendre compte de tout le phénomène. Et on assiste encore à l'énigme et certainement à la polémique entre les scientifiques.
Le plus fascinant en ce qui concerne le Yéti et Sasquatch, c'est la possibilité qu'il s'agisse d'un descendant d'un ancêtre commun des humains et des grands singes. Le chaînon manquant en quelque sorte. Mais comme on le constate, il est très difficile de se faire une idée quant à l'existence de ces êtres presque mythiques qui nous échappent constamment. Les experts ne s'entendent pas. Mais ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première controverse, surtout entre scientifiques. En 1920, 4 hommes décharnés et désespérés parviennent enfin à sortir de l'enfer de la jungle de Maracaibo, au Venezuela. Ils sont les seuls survivants des 20 membres d'une expédition européenne qui avait entrepris de remonter le cours du Rio Catatumbo 3 ans plus tôt. Tous les autres sont morts, victimes de la fièvre ou des flèches empoisonnées des Amérindiens mataloniers. Or, l'un d'eux, le géologue François Deloy, est parvenu à conserver une extraordinaire photo qui va diviser les zoologistes du monde entier pendant 50 ans. S'agirait-il d'un singe jusque-là inconnu? Oui, répond Georges Montandon, le plus éminent zoologiste de France, qui le baptise aussitôt Amere Anthropoiadis loises, le singe de loi, alors que l'on n'avait pas encore trouvé de grands singes en Amérique. Mais de l'autre côté de la Manche, son rival mortel, Sir Arthur Keith, membre de la Royal Society, dénonce toute cette affaire comme étant frauduleuse ou insensée. D'un ton méprisant, il s'empresse de citer François Deloy dans le Illustrated London News, qui affirme que 2 animaux ont attaqué les membres de l'expédition de manière plutôt non orthodoxe, en déféquant dans leurs mains et en lançant leurs excréments aux intrus. Cette créature n'est qu'un singe araignée d'Amérique du Sud dont on a coupé ou dissimulé la queue, d'affirmer Sir Arthur. Georges Montandon ne s'en laisse pas imposer. Il demande à son cousin qui travaille pour la Standard Oil à Tulsa, dans l'Oklahoma, de lui faire parvenir une caisse en bois de la Standard Petrol, semblable à celle que l'on apercevait dans la photo. Sur cette caisse de bois, Montandon place un singe araignée standard et un français tout aussi standard. Par comparaison, on en déduit que le singe de François Deloy mesure plus d'1,20 m. Pour Montandon, la démonstration est convaincante. Depuis, on n'a trouvé aucune autre preuve de l'existence de grands singes en Amérique du Sud susceptibles de disculper Montandon ou d'invalider la thèse du coup monté. Mais la question subsiste. Pourquoi un géologue suisse n'ayant aucun intérêt particulier pour la zoologie et qui voit ses compagnons mourir de maladie ou se faire tuer tout autour de lui, se donnerait-il la peine de monter un coup pareil? Pour cette raison, à défaut de tout autre, le grand singe de François Deloy demeure un mystère. Autre polémique qui a divisé les scientifiques, le fameux homme des glaces du Minnesota. Enfermé dans un cercueil de verre, c'était la principale attraction d'une exposition itinérante qui a attiré des foules considérables à la fin des années 60. Le conservateur du corps, Frank Hansen, a prétendu qu'on l'avait trouvé dans les eaux de fonte d'un glacier au large de la Sibérie, dans la mer d'Okhotsk. Pour les fins de l'exposition, on avait enlevé avec peine une bonne partie de la glace sur le corps. Le zoologiste Bernard Heuvelman se spécialise dans la recherche de divers animaux inconnus. Par un heureux hasard, il se trouvait aux États-Unis lorsqu'on a annoncé la nouvelle de la découverte de l'homme des glaces. Il n'y avait aucun doute que nous étions devant une sorte d'humain. Pas un homo sapiens, mais une sorte d'humain étrangement poilu. Nous avons été frappés par plusieurs points. Les mains et les pieds étaient énormes. Et aussi, plus spécifiquement, les caractéristiques du visage qui étaient différentes de tout ce qu'on connaissait sur Terre. Il était évident que cet être avait été tué, car il lui manquait tout un œil. Et l'autre pendait hors de son orbite et il était tout maculé de sang. Nous avons donc pensé qu'il avait reçu un projectile dans l'œil et que le coup avait éjecté l'autre œil. Au début, Heuvelman s'attendait à une fumisterie, mais il a finalement été convaincu de l'authenticité de l'homme des glaces. En l'apercevant, on se disait qu'il était possible que ce soit un faux, un mannequin en caoutchouc ou Dieu sait quoi. Tout ce qu'on peut faire gober aux journalistes lorsqu'on affirme avoir vu quelque chose. Mais nous l'avons examiné pendant 3 jours, très attentivement. Et je vous assure que nous étions très méfiants au début.
Mais au bout d'un moment, nos soupçons se sont envolés. Non, il n'y a aucun doute à mes yeux que j'ai examiné un homme de Néandertal, un survivant de l'époque des Néandertaliens. L'expertise de Bernard Heuvelmans a fait le tour du monde. Il affirmait que le cadavre fraîchement gelé était un homme de Néandertal, notre plus proche cousin ou ancêtre connu, une espèce que l'on croyait éteinte depuis 40 000 ans. Dans le tollé qui a suivi, l'homme des glaces a été relégué aux oubliettes et bon nombre de scientifiques ont affirmé que Bernard Heuvelmans s'était fait avoir. Notre spécialiste, Louis Bélanger, est allé aux nouvelles. Il y a deux nouvelles. Je vais commencer par la bonne. C'est la fameuse créature, le singe sur le bidon d'essence. Eh bien, une étude à l'échelle a montré que la taille de cette créature était du tiers plus grande que le plus grand singe d'Amérique. Et puis, il y a eu, 11 ans plus tard, d'expéditions d'anthropologues italiens qui ont confirmé les observations de François Deloy, mais cette fois-là en Guyane anglaise. La mauvaise, eh bien, c'est le fameux homme de glace du Minnesota. Le gérant de la créature était un grand bonimenteur et un des deux zoologistes s'en est méfié. Il a requis l'aide d'un collègue à la Smithsonian Institution de Washington et finalement, ils ont découvert le poteau rose. 3 noms de compagnies qui avaient eu le contrat de fabriquer un homme de glace en latex et en caoutchouc. Voilà un cas pénible de naïveté de la part de certains scientifiques. Évidemment, de telles erreurs de parcours de certains experts incitent les autres à redoubler de prudence. Lorsqu'on leur demande s'ils croient à la possibilité de l'existence du Yeti ou du Sasquatch, la plupart des scientifiques cherchent à se défiler, à esquiver le sujet. On n'ose pas dire non, mais surtout pas dire oui. Curieusement, certains d'entre eux, et non des moindres, se risquent à admettre cette possibilité, et ils encouragent même les recherches. C'est le cas notamment du célèbre paléoanthropologue français Yves Coppin. C'est un nom que vous connaissez peut-être. Il a été associé à la découverte de l'un de nos plus lointains ancêtres connus, la désormais fameuse Lucy. J'ai en effet toujours soutenu ces expéditions ou ces recherches, parce que tant que l'on n'aura pas le fin mot de l'histoire, ce peut être une question qui, scientifiquement, serait très intéressante, particulièrement intéressante. Ces êtres que l'on appelle Almasty ou Yeti ou Homme des Neiges ou Bigfoot, sont en effet très énigmatiques et dans une première approche, en tout cas en fonction des informations que l'on reçoit, des témoignages que l'on reçoit de la part de gens qui vont sur le terrain, ils ressemblent, à mon avis, beaucoup plus à des animaux, à des grands singes qu'à autre chose. Il y a eu dans ces régions asiatiques, par exemple, pas les régions nord-américaines, mais dans les régions asiatiques, de grands singes que l'on appelle gigantopithèques, dont voici une mâchoire inférieure, gigantaux, comme leur nom l'indique, de grands primates, qui ne se sont éteints qu'il y a quelques centaines de milliers d'années. Alors, quelques centaines de milliers d'années, ça fait énorme, mais pour l'histoire de la vie, ce n'est pas considérable du tout. Et puis, qu'une population des descendants de ces gens-là ait survécu quelque part dans un milieu préservé, dans un milieu un petit peu isolé, ça ne serait pas extraordinaire. Je ne crois pas du tout, par contre, qu'il y ait un rapport, quel qu'il soit, avec l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, c'est un homme moderne. C'est un homme moderne qui a une tête un petit peu particulière, le voilà. Par contre, je suis d'abord très impressionné par les témoignages des populations qui auraient rencontré ce personnage ou un autre. Je suis impressionné par leur cohérence, par la manière dont tous ces gens parlent de ces êtres et de la manière homogène dont ils en parlent. Et tout ceci fait que je continue à avoir un regard très attentif, très curieux à l'égard de ces gens
dont j'aimerais un jour rencontrer le premier. Aurons-nous un jour le fin mot de l'histoire? La démarcation entre les faits et la légende semble très ténue. Voyons donc un autre cas où la légende semble tellement dominante qu'on n'y discerne plus aucun fondement. Les vampires. La plupart d'entre nous n'y croient pas. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, à Highgate, près de Londres, les médias ont fait écho à un événement où la réalité semblait dépasser la fiction. L'événement est survenu en 1967, lorsque deux étudiantes pressées de rentrer chez elles ont emprunté un raccourci qui passait par le cimetière de Highgate. Malgré l'ambiance lugubre, Molly et Jane plaisantent avec insouciance. Elles sont alors loin de se douter qu'elles n'oublieront jamais cette froide nuit d'octobre. D'où viennent ces grincements étranges? Soudain, le cimetière leur semble hostile et Jane prend peur. Affolées, les deux jeunes filles courent vers le portail. Quand soudain... Did you hear? Come on, let's go. Terrifiées, Jane et Molly ont l'impression que quelqu'un les suit. Les vampires ont toujours été parmi nous. Quand je parle de vampires, je parle du phénomène que l'Église décrit depuis des siècles. Une entité démoniaque qui possède des qualités de prédateur et qui aspire les forces vitales des gens, des êtres vivants, pour provoquer leur destruction et leur mort. L'horrible rencontre qu'ont fait Jane et Molly a défrayé la chronique. Peu de temps après, on rapporte d'autres phénomènes incompréhensibles dans le cimetière. Alerté, le révérend Sean Manchester se rend sur les lieux. Des cadavres d'animaux y sont retrouvés fréquemment, vidés de leur sang. Des chiens, des chats et même des chèvres ont été retrouvés complètement vidés de leur sang. Le nombre d'animaux massacrés par ce vampire s'élève à plusieurs centaines. Et cela a déclenché une telle angoisse au sein de la population que les groupes de vigiles se sont mis à garder les animaux. Parfois, ils étaient même armés parce qu'ils étaient très inquiets. Les articles sur les mystérieuses mutilations se multiplient. On commence à parler du vampire de Highgate et certains pensent qu'il y a des victimes humaines. Le vampire, c'est pas le comte Dracula, c'est pas le gigolo, c'est pas le danseur mondain. C'est un être hirsute, abominable à voir, qui sent extrêmement mauvais, qui sort de son tombeau, qui est extrêmement poilu, qui a une peau transparente, translucide, à laquelle les médecins aujourd'hui s'intéressent beaucoup sous le nom d'une maladie connue sous le nom de porphyrie. Les gens qui font de la porphyrie ont dans leur sang un produit en excès qui s'appelle la porphyrine. On en a tous dans notre organisme des porphyrines, mais les gens qui ont un problème avec les porphyrines, une espèce d'enzyme dans l'organisme qui fait que les gens produisent trop de porphyrine. Ces gens-là ont un excès de porphyrine. Le fait d'avoir de la porphyrine peut donner une coloration rosée aux dents. Et si vous allez dans une lumière fluorescente, ça donne une lumière des dents qui deviennent rouges, même d'un rouge pourpre. La peau devient, dans certains cas, soit pâle, dépendamment du type de porphyrie que vous faites, ou encore une allure jaunâtre, avec des traits extrêmement plissés, ridés. Ça fait comme une peau un peu vieillie prématurément. Ces gens-là brûlent souvent au soleil.
Donc, font des cicatrices extrêmement importantes, avec destruction souvent des oreilles, parce que les oreilles sont extrêmement fragiles, des cicatrices au niveau du visage, du nez, la bouche d'ailleurs, qui souvent se rétrécit et se rétracte pour laisser apparaître dans certains cas les canines. Il y a une augmentation des poils, particulièrement du duvet, au niveau des joues supérieures. Et le duvet est très long. Et en général, on dit qu'il est argenté, mais il peut être dans certains cas extrêmement foncé. Et le corps peut se couvrir de poils anormales. Une chose fort intéressante, ces gens-là, lorsque le seul au fait de traitement qui est presque valable, c'est soit de faire des transfusions dans certains cas, autrement dit, la saignée telle qu'il se faisait autrefois, et on améliore considérablement cette condition-là. Ce qui a développé deux choses, et les gens qui ont eu beaucoup de poils ont inventé l'histoire des loups-garous, et dans l'autre formule, où vous n'avez pas de poils, où les gens ne peuvent pas aller à l'extérieur et ainsi de suite, on a développé l'histoire des vampires, dont l'histoire de Dracula. D'ailleurs, l'histoire de Dracula vient un peu de l'Angleterre. Et si on lit dans l'histoire, il y a des familles en Angleterre, la famille des Stuarts, la famille des Hanover, les rois d'Angleterre, beaucoup de ces gens-là avaient cette maladie-là. Pas celle qui donne des poils, mais l'autre. Et dans certains villages de l'Angleterre, et d'un pays nordique aussi d'ailleurs, beaucoup de gens souffraient de cette maladie-là, ce qui a amené des écrivains à l'imagination extrêmement fertile à l'histoire de Dracula. Alors, les gens ne pouvaient plus sortir le jour parce qu'ils brûlaient, alors Dracula, il faut qu'il rentre avant que le soleil se lève. Deuxièmement, l'histoire du sang, c'est qu'on s'est aperçu, lorsqu'on saignait les gens, il allait mieux. Alors l'histoire des dents a été inventée. L'histoire des canines, c'est que les bouches se rétrécissaient et les canines n'étaient plus apparentes. L'imagination peut inventer n'importe quoi. Et c'est la même chose avec les loups-garous. Ces gens-là devenaient tellement confus et ressemblaient à des loups, remarquez bien, à cause de tous les poils qui sortaient. Et même la posture de ces gens-là, à l'occasion, pouvait changer dû à des défauts au niveau des os. Ces gens marchaient comme courbés. Alors ces gens-là avaient une attitude de loup. Alors ça a fait peur à tout le monde, y compris les enfants, l'histoire des loups-garous. Je me demande des fois si le bonhomme Sateur vient pas de là aussi. Les vampires témoignent davantage de l'imagination fertile de certains auteurs en mal de frisson que de la réalité. Une maladie aux symptômes plutôt gênants. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant et même de fascinant, c'est de voir à quel point, dans un contexte culturel donné, en Angleterre surtout, et aussi dans certains pays d'Europe de l'Est, l'imaginaire collectif peut souscrire à une idée, l'amplifier et la perpétuer. C'est ce qu'on est amené à constater de manière bien rationnelle. Mais il faut tout de même se méfier de sa raison. Fort de leur connaissance et faisant fi des descriptions rapportées par quelques observateurs, de nombreux scientifiques ont déjà affirmé de manière assez péremptoire qu'il était impossible que telle bête étrange ou tel animal jugé improbable existe. Et pourtant, l'Alcapi n'était qu'une invention des Pygmées, le gorille des montagnes également, jusqu'à ce qu'un premier spécimen ne soit abattu. Et qui croirait à l'existence d'un tueur à dents de sabre, une sorte de smilodon en liberté dans la savane australienne, si l'on avait la preuve filmée de l'existence bien tangible du tigre de Tasmanie. Ce dernier spécimen connu a été filmé en 1933 au zoo de Hobart. Qui croirait à l'existence d'un serpent capable d'avaler un âne, à part les férus de science-fiction, si l'on disposait de témoignages crédibles et surtout de photos? Cet anaconda géant a été tué dans l'Amazone, un serpent de 40 mètres, selon le journal de Rio. Celui-ci a été aperçu sur les rives de la rivière Modiguacu, à l'intérieur du Brésil. Et lorsque ce serpent d'une longueur présumée de 35 mètres est sorti de l'eau, on a eu recours à l'armée pour l'abattre à la mitrailleuse. Par contre, le mystère du guépard royal, véritable obsession des chasseurs blancs d'Afrique du Sud, a finalement connu son dénouement. Paul et Lena Bottrell ont vendu tous leurs biens, même leur maison, pour poursuivre cette bête légendaire des plus féroces et à la robe rayée, qui s'apparente davantage à celle du tigre, mais qui vit avec les guépards. Le guépard normal, nous le connaissons depuis 5000 ans, et il n'a pas changé. Kublai Khan en avait 1000 dans ses élevages, et plusieurs grands monarques et princes
On fait peindre des toiles et des murales où figuraient des guépards. Et tous ces guépards ressemblaient aux guépards que nous connaissons. Le guépard à la robe tachetée qu'on utilisait pour la chasse et qui n'a pas changé pendant 5000 ans. Or voilà que tout d'un coup, depuis une cinquantaine d'années, on trouve des guépards rayés qui sont très différents. Les Bowtrail ont loué un ballon pour poursuivre leurs recherches sans faire de bruit au-dessus de la savane. Ils ont finalement repéré la proie convoitée à la frontière du Mozambique. Finalement, c'est au parc de Kruger que nous avons trouvé un guépard rayé vivant qui était là depuis quelques années, mais que personne n'avait vraiment remarqué. Nous l'avons photographié et filmé. C'est le seul film que l'on connaisse du guépard royal rayé qui court ici en compagnie de guépards tachetés ordinaires. On a émis l'hypothèse qu'il s'agisse d'un hybride ou encore d'une mutation qui provoque l'apparition de cette étrange robe rayée à intervalles de plusieurs générations. Il pourrait aussi s'agir d'une espèce qui a évité l'homme et qui vit dans une région couvrant la Rhodésie, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Il se peut que nous ayons trouvé une espèce animale entièrement différente. Nous ne le savons pas. Et cela suffit à nous motiver à poursuivre notre combat. La chasse à une autre espèce exotique et présumée disparue bénéficie du dernier cri de la technologie japonaise. Nous sommes dans le Fiordland, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Et ces Japonais y cherchent le plus gros oiseau qui ait jamais existé, le mohair. Sa taille dépassait 3,60 m. Les fouilles effectuées un peu partout dans le sud de l'île ont mis au jour des os massifs de mohair. Les squelettes de mohair sont maintenant monnaie courante dans les musées de la Nouvelle-Zélande. Il y avait encore des mohairs vivants à la fin du 19e siècle, semble-t-il. S'il faut en croire une certaine Alice Mackenzie, qui a affirmé en avoir vu sur la plage de Martins Bay en 1883. And I got nearer and nearer until I sat down on the sand behind it. And it was a bluish color, just a faded bluish gray color. À partir de la structure des os du cou et de la tête, les Japonais ont reconstitué par ordinateur le cri du mohair, que des témoins rapportent avoir entendu récemment. Armés de leur enregistrement, les Japonais s'enfoncent dans la forêt, espérant et craignant tout à la fois une réponse de cet oiseau que l'on dit capable de fendre un crâne humain d'un coup de bec ou de le tuer d'un coup de patte. Malheureusement, l'expédition est rentrée bredouille. La plus intrigante de ces recherches d'espèces que l'on croit disparues nous vient des vastes plaines enneigées de la Sibérie. Il s'agit d'une autre bête énorme, le mammouth. Le professeur Vereshchagin tente d'en retrouver un vivant depuis plus de 40 ans. Lorsque je campais au bord de la rivière Gerka, au Yakutia, il me semblait qu'à tout moment, j'allais voir surgir des broussailles la tête d'un gros mammouth avec sa trompe velue et qu'il se dirigerait vers l'une des clairières au milieu des vallons. Ce territoire me semble propice aux mammouths. Au cours de leurs expéditions jusqu'au Yakutia, dans le nord de la Sibérie, le professeur Vereshchagin et d'autres scientifiques ont découvert des os et des défenses de centaines de milliers de mammouths
qui semble avoir trouvé la mort à la suite d'une grande catastrophe inattendue. Le professeur Vereshchagin possède l'un des remarquables spécimens qui émergent à l'occasion du sol gelé de la toundra. Il s'agit de mammouth entier que la glace a conservé pendant 10 000 ans. Ce mammouth de Veressovska a fait une chute dans un ravin et il est mort asphyxié. Il a subi une fracture du pelvis et dans sa gueule on a trouvé de la nourriture qu'il n'a pas eu le temps d'avaler, de l'herbe qu'il n'a même pas eu le temps de mastiquer. On racontait depuis longtemps qu'il y avait encore des mammouths vivants en Sibérie lorsqu'en 1977, des prospecteurs d'or soviétiques ont trouvé un bébé mammouth presque intact. On s'est empressé de le transporter au musée de Leningrad. Mais le professeur Vereshchagin est convaincu qu'il est mort depuis plus de 10 000 ans. La mère a été abattue par des chasseurs. Ce bébé a été blessé à la patte droite par une lance. Il a réussi à s'enfuir, mais il est mort de faim. La découverte de ce bébé mammouth a cependant fait naître un espoir encore plus exotique que la possibilité de trouver des mammouths vivants. La prochaine fois que l'on trouvera un mammouth bien conservé, les scientifiques russes vont essayer de cloner certaines de ses cellules. Il serait en principe possible de reconstituer un nouveau mammouth vivant à partir des cellules d'un jeune mammouth dont le corps a été conservé intact 10 000 ans après sa mort.